Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous prions de vous excuser car l'une de nos oratrices qui était normalement prévue nous a prévenu vendredi à minuit qu'elle ne viendrait pas. Donc je vais m'occuper de remplacer sa partie qui était dédiée à la gestion de la pandémie. Je ne suis donc ni médecin, ni docteur, ni aucune formation là-dedans, mais je vais faire tout de même une énumération des principales erreurs qui ont été commises par nos gouvernements durant cette pandémie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence cruciale sur la gestion de la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, nous examinons de près les actions de nos gouvernements, identifier les erreurs majeures commises et fournir des arguments étayés pour soutenir la notion que ces décisions étaient en effet une erreur. La réponse initiale est la communication. Notre première étape est d'examiner la réponse initiale des gouvernements face à l'émergence du virus. La communication inefficace et contradictoire a semé la confusion, entraînant une propagation rapide du virus. Les messages contradictoires sur les mesures de sécurité et de recommandation ont semé la confusion parmi la population, entraînant une adhésion incohérente au protocole. La communication floue a généré un manque de confiance. Des directives claires et cohérentes auraient facilité l'adhésion aux mesures de prévention, réduisant ainsi la propagation du virus. Les retards dans la communication des informations cruciales ont compromis notre capacité à contenir la propagation du virus à ce stade précoce. Les annonces tardives ont entravé la mise en place rapide de mesures préventives. Une communication opportune aurait permis une réaction plus efficace face à la menace émergente. Surtout qu'on avait déjà on avait déjà vu en Chine comment ça avait pu se régler, donc on avait déjà quand même une idée de quelle procédure utiliser. Deuxièmement, approvisionnement médical et gestion des ressources. Mauvaise gestion des approvisionnements médicaux. Une autre lacune importante a été la mauvaise gestion des approvisionnements médicaux, comprenant la capacité du système de santé à faire face à la demande croissante. Pénurie d'équipements de protection, de manque d'équipements de protection adéquats pour les travailleurs de la santé a mis en danger leur santé et a augmenté le risque de propagation du virus. Excusez-moi. La pénurie d'équipements essentiels a exposé le personnel médical à des risques inutiles, amplifiant la crise. Une gestion proactive aurait préservé la santé des professionnels de la santé. Une distribution inadéquate des ressources médicales a créé des inégalités dans les capacités des régions à faire face à la pandémie. Une planification plus équitable aurait réduit ces disparités. La stratégie de confinement et de déconfinement. Absence d'une stratégie cohérente. Analysons ensuite les stratégies de confinement et de déconfinement. Révélons une absence de planification cohérente et une réponse inappropriée aux données épidémiologiques. Des décisions hâtives de déconfinement, souvent basées sur des pressions économiques,
plutôt que sur des données sanitaires, ont conduit à une résurgence imprévue. Les décisions précipitées de déconfinement ont compromis les progrès réalisés, entraînant des vagues de nouvelles infections. Une approche basée sur des données épidémiologiques aurait évité ces régressions. L'absence de flexibilité dans l'ajustement des stratégies en fonction de l'évolution de la situation a contribué à des cycles de confinement et de déconfinement répétés. L'incapacité à ajuster rapidement les stratégies en fonction des tendances épidémiologiques ont prolongé les effets de la pandémie. Une approche plus flexible aurait permis une réponse plus adaptative. Concernant les vaccins. Ralentissement dans la distribution des vaccins. L'un des défis majeurs a été le ralentissement de la distribution des vaccins, retardant la protection de la population contre la Covid-19. Encore bien que on n'est pas complètement sûr de sa réelle efficacité. Merci. Des retards logistiques et des obstacles bureaucratiques ont entravé la mise en place rapide des campagnes de vaccination, compromettant nos efforts pour atteindre l'immunité collective. Un autre aspect crucial a été le manque de communication efficace sur l'importance de la vaccination, conduisant à des taux d'adhésion variables. Surtout, on n'a pas trop été prévenu de réellement quel était ce produit. On nous a même faussement appelé ça des vaccins, alors que c'est un autre procédé que celui que l'on utilise habituellement dans les vaccins. Et toutes ces manipulations, au final, nous ont mené à une vision tronquée de ce que réellement nous étions censés nous injecter dans le corps. Une communication insuffisante sur les avantages de la vaccination a contribué à des taux d'hésitation, entravant nos progrès vers une immunité collective et prolongeant la lutte contre la pandémie. Toute cette partie du vaccin reste toujours soumise à de réelles questions, car on ne sait pas vraiment encore à l'heure actuelle quels ont été les réels bénéfices, car il n'était ni d'empêcher la transmission, ni même de l'attraper tout simplement. La seule chose que ce vaccin nous apportait, c'était qu'on ne faisait pas aussi grave les effets graves. En réalité, c'est la seule donnée dans tout le vaccin qu'on ne sait pas vraiment quantifier nous-mêmes, ni vérifier, car c'est déjà très dur de savoir définir qui allait être un cas grave ou pas. Ça a vraiment dépendu de la personne. C'était au cas par cas pour vraiment savoir quoi sur comment il allait réagir avec le Covid. Certaines personnes ont réagi très fort, d'autres pas du tout, ayant pourtant les mêmes symptômes aggravants qu'ils nous avaient annoncés. Et puis, quand on nous dit que ça va nous les faire de moins grande importance, c'est toujours compliqué de pouvoir dire de pouvoir la comparer avec ce qui aurait été s'il n'avait pas été vacciné, que les cas variaient d'une personne à une autre, et donc c'est impossible de pouvoir réellement juger de l'efficacité pas de ce vaccin. Le problème aussi, ça a surtout été la manipulation qu'on a vécue durant toute cette période-là pour nous forcer à nous vacciner sans qu'ils nous le disent concrètement.
c'est sûr que s'ils auraient obligé concrètement, ils auraient été aussi responsables à l'heure actuelle des dégâts. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu éviter un maximum. On a justement, dans cette dernière partie, aussi quelque chose qu'on a vraiment pas, qu'on a beaucoup trop étouffé et qu'on n'a pas réussi à avoir de réels résultats aussi sur ces sujets-là, ce sont les effets secondaires. Il y en a une partie, effectivement, qui sont quand même définis et dits sur leur site officiel, mais ce sont vraiment qu'un certain petit nombre de cas qui sont validés comme étant des effets indésirables, et ils regroupent, ils rejettent beaucoup trop facilement des cas qui peuvent quand même paraître liés avec ce vaccin. Surtout, on n'en parle jamais. On en a un petit peu entendu parler quand même dans les médias. Enfin, je dis jamais, c'est exagéré, mais on a quand même entendu un petit peu parler des effets secondaires de certaines personnes qui s'en sont sorties fort diminuées, des complications qu'ils ont vécues à cause de ce vaccin. Il y a des personnes qui ont été presque tétraplégiques, à ne plus savoir sortir de leur lit et ne plus avoir aucune force en eux, et qui ont encore du mal, même à l'heure actuelle, à s'en remettre de tous ces problèmes. Nous avons d'ailleurs, nous, collecté des centaines de témoignages de personnes ayant souffert d'effets secondaires grâce à notre groupe sur Facebook, qui traite justement de ça. Et il y a aussi même là-bas beaucoup de sujets qui peuvent prêter aussi à la confusion et au doute, car on ne peut pas non plus être toujours à 100% sûr aussi que cela vient des vaccins, car les études ne sont tout simplement pas faites derrière pour en déterminer la provenance clairement. Quand les patients en demandent les causes possibles avec le Covid et voir si on peut pas faire des examens pour ça, en général, ils sont rejetés en disant que ce n'est pas inutile et que ce n'est pas ça du tout. Et voilà, ce n'est pas normal pour un sujet expérimental qu'il soit traité de la sorte, même après qu'il ait déjà été inoculé aux personnes. Il doit y avoir un suivi qui doit quand même être beaucoup plus professionnel que ce qu'ils font à l'heure actuelle pour ça. On voit vraiment qu'ils veulent masquer un maximum ces effets secondaires pour continuer à vendre leur vaccin, car au final, c'est surtout ça qui a beaucoup compté dans ce vaccin, c'était de pouvoir le vendre à un maximum de personnes et bénéficier aux vendeurs plus qu'à ceux qui en ont bénéficié dans leur corps. Donc le manque de transparence sur les effets secondaires. Un aspect crucial de la gestion de la pandémie a été le manque de transparence quant aux effets secondaires potentiels des mesures prises, en particulier concernant les traitements médicaux et les vaccins. L'absence de communication claire sur les effets secondaires possibles des traitements et des vaccins a contribué à une méfiance accrue de la part du public, affectant l'adhésion aux mesures de prévention. Il me semble aussi normal qu'en ayant si peu d'informations et en ayant surtout autant d'informations contradictoires sur le sujet, que l'on soit normalement enclin de ne pas accepter tout de suite cette proposition. C'est quand même quelque chose qui rentre dans notre corps, qui reste dans notre corps et qui est censé justement modifier notre corps pour pouvoir se protéger de ce virus.
quand on voit comment le sujet a été traité avec si peu de précautions, si peu de sécurité, au final, ils n'ont même pas pris le temps de prendre complètement les tests de validation de leur vaccin. J'aime pas trop dire vaccin parce que c'est pas vraiment un vaccin, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle, plus qu'autre chose, quoi. Les vaccins, à la base, c'est inoculer un virus qui est rendu inoffensif pour permettre à notre corps de pouvoir se défendre. Ici, ce n'est pas du tout ce procédé qui a été utilisé pour ces vaccins, qui ont été faits grâce à la nouvelle technologie ARM, qui, elle, en fait, vous donne un mode d'emploi pour que votre corps sache comment s'en défendre sans ayant eu réellement le virus en elle. Ils n'ont pas utilisé donc, un virus affaibli, mais ils ont créé de toutes pièces un instrument qui incite notre corps à développer les protections efficaces contre le Covid. Le principe donc n'est tout simplement pas le même et que c'est une erreur d'appeler ça un vaccin, car ça entraîne une facilité à certaines personnes de se tromper et en pensant que surtout c'est un vrai vaccin et qu'on a déjà l'habitude de cette technologie-là depuis des années. Elle a fait ses preuves d'ailleurs, hein. Elle fonctionne plutôt bien d'habitude, mais là c'est vrai que c'est plus du tout la même technologie, qu'il faut aussi informer convenablement. Si les gens, avant de les obliger, car on peut dire ce que l'on veut, c'était une obligation déguisée, mais une obligation quand même, quand on voit que certaines personnes ont perdu leur boulot parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Je connais des personnes que c'est réellement arrivé ce genre de choses, c'est pas que des on-dit. Et le fait de l'introduction, surtout du passeport vaccinal aussi, qui a été un outil fort contesté d'ailleurs, mais qui était important pour demander la soumission en fait à ce traitement. C'est un outil supplémentaire en fait qui, il faut bien le rappeler, existe toujours. Ce passeport vaccinal, j'hésite un petit peu avec les noms parce qu'il a déjà changé tellement de fois de nom aussi pour passer entre les mailles du filet que je ne sais même plus finalement quelle était sa vraie nomination finale. Il me semble que c'est le passeport vaccinal. C'était le Covid Safe Ticket, je pense. Ça, c'était la première, oui. C'était le premier. Le CFT, le CST. Qui a été rebaptisé le Covid Slave Ticket. Oui, aussi. Ensuite, il y a eu le pass sanitaire. Oui, pass sanitaire. Qui lui avait été renommé le pass nazitaire. Et, on en a fini, il me semble que du coup, on en avait fini sur le pass vaccinal, oui, tout simplement. Déjà, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont changé autant de fois de nom aussi. C'est pas très clair comme communication aussi, et ça on en revient donc du coup à notre premier point qui était leur communication brouillon, qu'elle soit du début à la fin, quoi, en fait, hein, que ce soit aussi bien dans qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'à leurs propres impositions de leurs solutions qui elles-mêmes étaient tout à fait brouillons aussi, car ils ne savaient pas non plus vraiment comment orienter ça pour ne pas se faire choper. Je sais qu'il y a eu, durant une procédure judiciaire qui avait été introduite, ils ont changé le nom. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est passé du passeport sanitaire à passeport vaccinal. Ainsi, en fait, ils ont évité la plainte, car ça n'existait tout simplement plus. Ça n'était plus le même nom, donc du coup, il n'était plus recevable, ce qui a fait qu'ils ont
si cela n'est pas en rapport avec l'identité numérique et le crédit social, en gros, de vouloir imposer ce système-là pour tester un petit peu, pour le mettre en place par la suite. Ce sont tout de même les mêmes genres de procédures qui ont été mises en place pour pouvoir essayer de contrôler la population d'une façon ou d'une autre. Nous, personnellement, nous sommes engagés dans cette lutte à partir de cette période-là, à partir du Covid Safety Ticket, du CST, non, car ça atteignait clairement et largement notre liberté de chacun de pouvoir au final être le propriétaire, on va dire, de ce qu'on inocule à notre corps, d'avoir au moins le choix là-dedans. Et c'est comme ça qu'on nous sommes retrouvés à co-organiser les marches sur Bruxelles contre le Covid Safety Ticket. Ça, c'est important de revenir dessus, car il faut savoir que le 23 janvier 2021, on était 350 000 dans les rues à demander simplement un débat avec ceux qui nous imposaient ce Covid Safety Ticket. Et à 350 000 dans les rues à réclamer ça, ils ne nous ont même pas accordé le droit d'un débat. Et je pense que c'est quelque chose d'inacceptable dans un pays qui se dit de droit et démocratique, car ça représente une partie non négligeable de la population malgré tout, malgré qu'il n'y avait pas que des Belges, hein, c'était plutôt européen. Mais le problème de toute façon était européen, hein, les petits groupes qui ont voulu représenter, qui sont venus jusqu'à Bruxelles, étaient seulement représentatifs de tout un pays qui au final était eux aussi contre ces impositions. D'ailleurs, on a pu le voir aussi hein, sur la Suède, sur les autres pays qui ont fait beaucoup moins de restrictions, qui au final n'ont pas eu beaucoup plus de cas et qui s'en sont aussi bien sortis à l'heure actuelle, quoi. Cela démontre bien qu'on nous a imposé des choses inutiles. Et comme pour la plupart des choses en général dans notre pays, on n'a jamais le droit de rien dire sur ce que l'on nous impose. Ça, c'est le principal reproche que l'on fait en général sur la plupart des causes que nous nous sommes engagés. C'est que l'on nous impose à chaque fois des restrictions, des pénalités qui sont toujours des avantages au final du peuple. On a essayé de me citer une seule loi qui aurait été promulguée ces dernières années, qui est réellement notre avantage. Ouais, moi non plus, je ne saurais pas non plus en donner une pour vous dire comme quoi ça date cette époque. Et on en revient souvent, en fait, on n'en revient pas souvent, mais on en vient au final à savoir qui en ont le plus profité et qui en ont le plus joui de cette pandémie. Ce sont forcément nos élus qui ont participé en fait à la vente d'un produit au niveau européen comme mondial d'ailleurs, parce que presque tous les pays ont collaboré dans cette solution, qui a été comme la plupart des autres solutions en général qui viennent de nos gouvernements, qui ont été soufflées par des lobbies aux ministres pour définir qu'est-ce qu'ils vont penser au final du sujet. On a bien souvent des ministres qui sont là par carrière. Ils font un jour la santé, le lendemain ils s'occupent des transports, puis ils sont ministres de l'Intérieur le lendemain, le surlendemain. Et à chaque fois, ils ne connaissent pas leur sujet. Ils ne savent donc pas de quoi ils parlent. Et ce sont ces gens-là qui décident pour nous.
et nous impose toujours plus de restrictions qui sont liberticides et qui ne sont fondées que par l'argent qu'ils se sont mis dans les poches pour pouvoir la faire passer. Je n'ai ici cité que quelques-uns des points qui ont été, pour moi, des erreurs qu'ils ont commises. Je ne prétends pas les avoir donc toutes citées, il y en a encore bien d'autres qui auraient pu être débattues aujourd'hui et dites, mais elles n'étaient pas... je n'avais pas les preuves suffisantes non plus que pour pouvoir affirmer ce que je ne savais pas dire. Je ne fais pas partie du métier, des soins de santé, ni tout ça. Donc voilà. Avec un regard extérieur, je vois quand même beaucoup de choses qui relient toujours la faute de ces décisions qui ont été prises par notre gouvernement. Tout ça, ce sont des décisions qui ont été faites et qui nous ont été imposées sans que l'on puisse réellement quelque chose à dire. Même quand on a voulu dire quelque chose, même à 350 000, on n'est pas écouté. On vit dans un pays tout simplement où le peuple n'a absolument rien à dire. On a la chance, enfin si on peut dire ça, d'avoir une fois tous les 5 ans le moyen de voter et de désigner en fait ce qui va nous représenter pendant 5 ans. Quand on dit représenter, ils se représentent surtout eux-mêmes, car ils ne représentent pas du tout les choix du peuple, ni même les intérêts du peuple. Ils sont bien souvent là placés par des jeux de copinage politique et qui sont arrivés bien souvent au pouvoir grâce au pouvoir lui-même, qui finance les partis politiques. Il ne faut pas oublier qu'une des principales dépenses aussi de notre pays, ce sont celles pour financer les partis politiques. Pour donner un petit exemple, je n'ai que ces chiffres-là ici. Pour l'année passée, le PTB il a reçu 90 millions de donations de l'État pour les quelques élus qu'ils ont. Ce revenu dépend du nombre d'élus et permet au final aux partis politiques qui sont au pouvoir de rester au pouvoir, car ils ont un tel gain d'argent qu'ils peuvent faire campagne beaucoup plus efficacement que n'importe quel autre parti politique qui voudrait se lancer ou qui n'aurait tout simplement pas d'élus et ne bénéficierait tout simplement pas de ces aides de l'État pour se financer. Quand on voit que, justement, pour reprendre les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, 90 millions pour le VTB, c'est une somme qui, pour un parti émergent ou un parti qui n'est pas dans le système, c'est des sommes qui sont impossibles à sortir, quoi. Il faut rester logique. C'est énorme. C'est ça qui fait qu'au final, les partis réussissent à rester au pouvoir et continuent à pouvoir nous imposer des choses. Nous, on aimerait bien changer ça. On aimerait bien changer la façon surtout dont ces politiciens sont élus. On ne trouve pas vraiment que ce soit le meilleur système que le suffrage universel pour définir qui va nous diriger, parce qu'ils ont le vrai mot, c'est diriger qu'ils font. On estime qu'il serait beaucoup plus intéressant en réalité de changer les élections par des concours de compétences pour qu'au final les élus sachent au moins de quoi ils parlent, soient au moins compétents dans ce domaine-là, ce qui éviterait surtout qu'ils ne doivent payer 2 ou 3 attachés parlementaires supplémentaires pour eux se connaître le sujet. Ça ferait déjà
pas mal d'économies au niveau de l'État, de ne pas payer 4 personnes au lieu d'en payer une. Ça éviterait aussi surtout que les partis au pouvoir puissent bénéficier de leur puissance qu'ils ont d'être au pouvoir et de bénéficier de l'argent public pour pouvoir faire campagne. Car les campagnes, du coup, seraient inutiles, vu que ce n'est plus au niveau des partis que se joueraient les élections, mais au niveau des individus et de leurs compétences pour changer les choses, quoi. Ce que nous voudrions aussi, c'est de remplacer aussi la façon dont les lois sont validées. On trouve qu'à l'heure actuelle, le système, c'est surtout du copinage politique qui donne les décisions au final qui vont être prises et que ce n'est pas l'intérêt du peuple en général qui prime, c'est tous les intérêts qu'ils ont ailleurs sur d'autres sujets qui vont faire varier leur voix. Et je tiens aussi à préciser, aussitôt que je pense à ça, il faut ne pas oublier aussi que pour Evras, tous les partis au pouvoir ont voté pour. Aucun n'a remis en question le sujet. Et donc ça veut dire qu'ils sont tous coupables de ça. Ce texte-là avait déjà été apporté par l'ONS. C'est déjà un projet à la base qui venait d'eux, qui est un projet qui a des bons et des mauvais côtés. Je ne vais pas spécialement rentrer sur le sujet aujourd'hui, mais je veux juste rappeler surtout que ils avaient tous voté pour, surtout. Donc il n'y a vraiment aucun parti à l'heure actuelle qui est réellement pour le peuple et qui défend réellement nos intérêts. Ils nous vendent juste au plus offrant, comme pour tous les autres sujets en fait. Donc du coup, on voudrait remplacer ce système-là de validation des lois par des référendums en fait, pour chaque nouvelle loi en fait, qu'il n'y ait plus du tout la possibilité de donner leur avis eux sur le sujet, que ce droit-là leur soit retiré et que ce soit le peuple réellement qui prenne les décisions finales sur sur des décisions qui lui sont qui l'impliquent directement quoi en fait. Ces deux modifications-là, en fait, ça supprimerait tout simplement les partis politiques, car il n'y aurait plus aucune légitimité à exister. Car vu qu'il n'aurait plus le système électoral actuel pour les élections, ils ne pourraient plus bénéficier donc de leur puissance économique qu'ils ont pour pouvoir faire campagne et pour pouvoir se faire connaître. Et étant donné qu'ils ne valideraient plus non plus les lois, cela enlève aussi leur utilité au niveau de la prise de décisions et des arrangements qu'ils peuvent prendre entre eux pour pouvoir décider des lois. C'est aussi quelque chose qui supprimerait en grande partie la corruption, car vu que le choix final sur les lois est donné au peuple, ça signifie qu'il faudrait corrompre 50% de la population pour s'assurer qu'une loi passe. Au niveau des lobbies et tout ça, ça devient complètement irrentable. Il faudrait beaucoup trop de moyens pour influencer ça, ce qui rend donc la corruption vraiment très limitée. Il y a toujours moyen, on est d'accord, hein, mais ce ne serait plus rentable du coup pour eux, ce qui limiterait déjà grandement la pratique. On
encore toujours avec le problème de l'influence des médias de masse, des médias mainstream, qui sont en réalité l'outil de propagande du système, qui est depuis les années 30, où ce que justement le NSDAP avait utilisé la radio comme un moyen de propagande. C'est un système d'ailleurs qu'ils avaient pris aux communistes. Hein. Et bien ce système-là, il n'a jamais cessé d'évoluer. Il en est venu à l'heure actuelle à utiliser de nouvelles technologies qui ont été la télévision. Et c'est la télévision qui manipule en grande partie la population. Il faut savoir que pour cette mise en quarantaine, on a été uniquement mis en quarantaine grâce à la télé. Personne n'a reçu un message chez lui pour dire qu'il avait été en quarantaine ou quoi que ce soit d'autre. C'est simplement la télévision qui nous a obligés à le faire. C'est pour vous dire donc déjà leur puissance, vu les résultats de ce qu'ils ont pu faire. Et ça, passe aussi pour la plupart des informations qu'ils ont besoin de se faire connaître. Il faut savoir que chaque chaîne de télé mainstream, en Belgique du moins, sont financées par des partis politiques. Ils font donc passer les idées qu'ils ont besoin pour se faire élire la fois d'après. On voit déjà très bien la différence qu'on peut avoir sur des fois des sujets qui sont traités avec les mêmes images, mais d'un sujet à l'autre, d'un journal à l'autre, entre la RTB ou RTL, qui veulent dire des choses complètement différentes. Rien que comment ils traitent l'information, en fait, et comment ils manipulent l'information pour qu'elle soit à leur bénéfice final. Et c'est un énorme problème qui est très dur à pouvoir éradiquer. Elle reste un moyen qu'ils ont de pression très fort sur une grande partie de la population. Et malgré tout, ça influence encore beaucoup nos résultats, qu'ils soient électoraux ou qu'ils soient sur la prise de décision aussi, car ils masquent beaucoup trop souvent aussi les manifestations, etc. Ils diminuent les chiffres volontairement pour faire croire qu'il n'y a pas grand monde qui était rassemblé, pour diminuer un maximum ce genre de choses, essayer un maximum par contre de traîner en ridicule les personnes, essayer... ce sont des pratiques complètement scandaleuses qui n'ont pas leur place dans un état de droit et dans un état de bien surtout. D'ailleurs, moi je n'ai pas la télévision du tout. La quarantaine, je l'ai appris une semaine après ce qu'on me l'a dit, mais sans la télé, je n'aurais pas pu le savoir, tout simplement, quoi. C'est un de leurs outils qu'ils ont encore une fois testé cette fois-ci et qui a prouvé son efficacité, quoi. Je ne sais pas si vous êtes déplacé un petit peu pendant cette quarantaine ou quoi. Eh bien, vous avez pu remarquer qu'il n'y avait personne sur les routes. Les seules personnes qu'on pouvait croiser sur l'autoroute, c'était des camions. Et la majorité des personnes ont respecté cette obligation de rester chez soi. On a eu aussi le couvre-feu, qui pour moi aussi est une mesure un petit peu risible sur le fait qu'ils ont mis ça en place pour éviter que le virus ne se propage plus à ce moment-là. Mais c'est le moment où les gens se voient moins, où il y a moins de gens dehors. C'est plutôt la journée, alors du coup qu'il aurait fallu empêcher ça. Hein. Ils auraient dû faire un couvre-jour.
c'est en allant au boulot, on bien souvent que l'on avait le plus de contact avec les gens, en allant dans les magasins aussi. Et tout ça tourne autour de choses qui se passent en général la journée, quoi. Le soir, on voit peut-être aussi des gens, mais beaucoup moins, quoi. C'est pas un rapport... c'est pas quelque chose qui aurait fait que réellement on ait besoin de supprimer ça. C'est un test, à mon avis, de voir si on se conformait encore bien à toutes leurs exigences et voir jusqu'où on irait dans leurs exigences. Je pense que si à ce moment-là, ils nous auraient demandé de tous marcher à quatre pattes, il y en aurait certains qui auraient marché à quatre pattes. Donc dans tout ça, la meilleure chose à faire en général, c'est d'éteindre sa télé. Il faut arrêter de se laisser manipuler par eux en général. Si on a envie encore d'avoir quand même quelques informations sur l'actualité et tout ça, il existe sur Internet des médias indépendants. Il existe plein de sources autres que les télé, que la télé. Surtout quand on voit les programmes abrutissants qu'ils ont en général et la décadence même de certaines de leurs émissions ne donne vraiment plus aucun intérêt à suivre ces colporteurs de masse. Moi j'ai fait à peu près le tour ici de ce que j'avais avancé sur les sujets que j'avais retenus contre la pandémie. Est-ce que vous auriez des sujets que j'aurais oublié de citer et qui auraient été importants de ne pas oublier en fait, de citer? C'est la première chose, c'est de dire qu'il fallait surtout pas nous confiner, puisqu'on sait que les virus, justement, pour diminuer leur puissance, c'est justement qu'on se rencontre tous. L'immunité collective. Voilà, l'immunité collective. Donc, c'est complètement débile. Et le masque, il sert strictement à rien. Enfin, il tire malade, en plus. Donc voilà, en fin de compte, ils se sont attaqués à la population. On peut résumer comme ça. Ouais. Bah, il faisait un peu le lit de ce qui va arriver en fait bientôt, et qui lui-même fait probablement le lit de ce qui globalement va nous arriver. En tout cas ici, là maintenant, ce qui va nous tomber dessus, c'est le passeport écolo. Ils vont commencer à surveiller, à restreindre les libertés des gens sur base de leur consommation énergétique, ou de ce qui indirectement peut s'apparenter à une consommation énergétique, sous couvert de la défense de la planète et du réchauffement climatique soi-disant d'origine anthropique. D'ailleurs, on a vu qu'en France, apparemment, ils commencent déjà à avancer sur la question du passe carbone, ce qu'ils appellent le passe carbone. Ouais, et d'ailleurs, ils commencent à vouloir faire rentrer dans le code pénal la notion d'écocide. Apparemment, en Ukraine et en Russie, ils ont déjà cette notion-là qui est rentrée dans le code pénal, qui fait que bientôt, on ne pourra même plus débattre ouvertement de questions qui ont trait à l'écologie. Ça, on a déjà aussi beaucoup de sujets parce qu'on n'a pas le droit de débattre. Hein, et que, justement, on nous a déjà muselés sur beaucoup de choses. Tout ce qui ne les intéresse pas clairement sont mis sur le côté et nous empêchent d'être dits. Et ils utilisent en général leurs médias mainstream justement pour en rigoler et pour justement manipuler l'opinion publique sur ces sujets-là en général. Ils ont déjà... même si ce ne sont pas des lois qui sont clairement dites, elles sont déjà appliquées, mais d'une autre façon. On a aussi une loi qui est restée et qui n'a pas été retirée du Code wallon entre-temps. Elle a été promulguée au Parlement wallon le 5 février 2022, ou
2021, je ne suis plus sûr de la 2022, qui consiste en fait à autoriser un agent de l'État à pénétrer dans votre domicile sans votre accord, sous simple suspicion d'une maladie pour vous appliquer leur traitement. Cette loi est passée à Namur et elle n'a jamais non plus été enlevée, et ça c'est toujours actif à l'heure actuelle, et c'est des choses qu'il faut donc bien se rappeler et se méfier par la suite, quoi. Car s'ils relancent une pandémie ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qu'ils pourront toujours utiliser, quoi. Il y a aussi le passeport vaccinal mondial, qui a déjà été, l'Europe a déjà signé pour, depuis plus d'1 an quasiment ça. Et il est toujours en place, et c'est toujours des choses qui sont sous-jacentes pour l'instant, mais qui vont ressortir bientôt, quoi. Enfin, qui ne sont pas là inutilement. Hein, Oui, et puis même il y a en France, ils ont voté une loi apparemment qui permet en fait aux services de police, dans le cadre de la procédure pénale, de utiliser en fait par un système d'infiltration informatique les caméras qui se trouvent dans nos smartphones et dans nos appareils informatiques. Non, je crois que c'est le micro. C'est uniquement le micro? C'est pas les caméras. Ils peuvent écouter tes conversations. Ça viendra. Ça viendra. Le plus important, c'est pas l'image, c'est ce que tu dis. Ouais. On le met en micro. Donc ils peuvent brancher le micro pour t'écouter. Quand tu l'as en poche, de toute façon, on voit quand même que ta poche. C'est pour ça qu'on conseille d'aller dans les applications et de bloquer le micro, sauf si tu l'autorises. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il y a aussi la fameuse technologie des deepfakes, dont Yuval Noah Harari a parlé plusieurs fois aussi, où maintenant l'intelligence artificielle peut carrément créer en fait des vidéos en utilisant des données biométriques qui ont été récoltées sur un individu. Et ça existe déjà du coup sur des personnalités qui ont été tellement photographiées dans tous les temps. On peut créer en fait une fausse vidéo à partir de données biométriques de quelqu'un qui donne visuellement une certitude. J'ai justement fait un article hier là-dessus. Et l'IA, on est effectivement à un stade où ils sont capables de copier notre voix, d'avoir un générateur vocal avec notre voix. Ils sont capables aussi de faire des vidéos qui sont réalistes, aussi vraies que réelles. Ils en sont arrivés à un niveau de perfectionnement tel que, même pour des experts, il est très dur de voir la différence entre la réalité et une vidéo générée par l'IA. Et qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus se fier à n'importe quelle photo ni n'importe quelle vidéo, car tout est manipulable et facilement troncable en fait. Mais la question de la capacité à reproduire, ou en tout cas à identifier la singularité absolue d'une voix, c'est une technologie qui existe déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, dans le film Charlie et ses drôles de dames avec Cameron Diaz, qui a plus de 20 ans, la trame en fait de l'histoire tourne autour justement de cette technologie qui avait été découverte. Bon, ils en parlent dans un film. On sait qu'il y a quand même une limite assez fine entre la réalité et la fiction. Mais à la fin des fins, on voit quand même qu'à la fin, il y a un problème sur justement la vie privée qui est en fait créée par ce système et qui va nous amener en fait une solution à ce système justement où on arrive à une situation où toutes les preuves pour porter une charge sur quelqu'un peuvent être façonnées ou qu'on ne sait plus rien de quoi. Et alors à la fin, la solution qui va être amenée par le système, ça va être encore plus de contrôle. Ouais, il y a des... Ils amènent le problème et la solution. Et la solution est toujours la même. Hein. C'est on réduit les libertés individuelles. J'ai vu d'ailleurs il y a quelques jours sur un média mainstream ce dont il parlait sur le gars, là, le Bukele Nayib, qui est le nouveau président du Salvador, qui est très populaire au Salvador. C'est extrêmement inquiétant. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de mon analyse personnelle de ce qui est en train de se passer, mais effectivement, le problème des gangs, etc., qui était fiefé là-bas, a été solutionné par justement une casse de liberté individuelle au Salvador qui est effrayante. Alors qu'on sait que justement ces gangs et ces mafias survivent justement
parce qu'ils ont une connivence de l'appareil d'État. On sait que ce phénomène a été créé en fait par le système et que la solution ensuite qui est amenée par le système, on a ce gars qui est jeune, qui n'a pas d'expérience politique, qui n'a absolument pas de charisme, etc., et qui arrive du jour au lendemain et qui en 5 ans éradique tout ça. Le président Salvador. Donc la solution qui est amenée est toujours la même. C'est toujours de restreindre dans les libertés individuelles. Chose qu'à partir du moment où une liberté individuelle est restreinte, à récupérer, c'est quasiment impossible. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, a poussé les manifestations que l'on a depuis quelques temps aussi. Elles ont été, pour la plupart, financées d'argent extérieur d'ailleurs. En Ukraine Je peux parler pour celles qui ont été faites ici à Bruxelles contre le CST. Je sais qu'il y a des moyens qui ont été mis, de gros moyens qui ont été mis venant d'ailleurs, et que tout ça avait été voué en fait à déclencher des affrontements et déclencher au final la loi martiale. C'est ça au final que ça aurait apporté entre guillemets bénéfique à quelqu'un, on va dire ça comme ça, mais c'est ce que l'État a besoin, et surtout dans cette période où ce qui commence à lâcher, ce qui sent bien qu'il perd le pouvoir en fait. Il y a de plus en plus de gens qui ont compris leur manigance et se sont organisés ou dressés simplement face à cette obligation. Eux, vu qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre ça, ils essayent donc de le récupérer d'une autre façon. Ici, si on voit aussi beaucoup de choses en ce moment, c'est aussi de la provocation faite pour nous forcer à nous rebeller encore un peu plus loin et aller jusqu'à l'inévitable qui serait de nous mettre la loi martiale. C'est-à-dire si on commence à attaquer des flics ou à attaquer des militaires, là on aurait du coup la loi martiale qui tomberait. La loi martiale, il faut savoir que si elle tombe à l'heure actuelle, ça bénéficierait surtout à ceux qui sont en train de diriger l'Europe, car durant la loi martiale, ils peuvent reporter les élections, voire ne pas le faire tout simplement, et ce qui leur permettrait donc de garder les mêmes pions qu'ils ont au pouvoir actuellement et continuer à faire passer plus facilement encore d'ailleurs toutes leurs lois, quoi. Car elles bénéficient donc du coup d'un protocole qui est diminué sur la vérification et tout ça pour la prise de décision en temps de guerre qui est censée être plus rapide et donc pouvoir nous faire passer encore plus de lois contraignant nos libertés pour continuer leur schéma qu'ils ont commencé à mettre en place, qui est lié à reproduire la Chine, tout simplement. Ben, en soi, le concept de la loi martiale, il recoupe la question des urgences pour des gros problèmes sociaux, comme ça a été l'urgence sanitaire, et maintenant on va être dans une situation d'urgence permanente, d'urgence climatique permanente, mais ça recoupe en fait le concept fondamental de la loi martiale. C'est qu'on est dans une situation d'urgence où il faut prendre des mesures d'exception et comme vous dites, laisser toujours plus la bride sur le cou à l'État pour pouvoir empiéter sur les libertés individuelles. À un moment, on se trouvera dans une situation de facto de loi martiale permanente. À se demander si ce n'est pas déjà le cas, en fait, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, oui, carrément. De toute façon, on a beau dire ce que l'on veut, on n'est jamais écouté. Donc déjà, dans un sens, on est déjà dans une dictature masquée, quoi, hein, parce que hormis le fait qu'on puisse les élire, au final, ils prennent quand même leurs décisions après comme ils veulent et qui n'ont même des fois rien à voir avec même leur programme ou avec même la logique. Donc on peut se permettre de douter sincèrement de ce système politique qui est faussement une démocratie. Ça, on l'avait compris depuis longtemps. Ouais. Tout le monde, je n'en suis pas encore si sûr que ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas. Voilà. Voilà. Les gens qui sont là. Ouais. L'éveil est encore là. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le brouillard qui a été mis par nos adversaires, appelons-les clairement, pour justement embrouiller la population et qu'elle reste dans ses... presque comme des zombies, oui. C'est un peu ça l'histoire, quoi. Ils ont regardé le football à la télévision. Mais bon, l'émergence des médias alternatifs sur Internet, ça pourrait être quelque chose, voilà, peut-être une nouvelle impulsion. J'ai cette impression que ça commence tout doucement, en voyant le nombre de vues de certaines émissions. Elles sont falsifiées, hein. Je m'excuse, elles sont falsifiées. Elles sont clairement falsifiées. Le nombre d'abonnés et de vues qu'il y a sur des chaînes d'opposition sont falsifiées. Hein. Des chaînes ou... Oui, peut-être, mais moi je parlais plutôt de... L'audience. L'audience est déterminée notamment par oui, les vues et les nombres d'abonnés, mais elles sont falsifiées par YouTube. Hein. Regardez l'interview qu'il y a eu de Poutine par Carlson. On sait qu'il y a le nombre de vues qu'il y a eu sur Twitter. Ouais. On est à je ne sais pas combien de dizaines de millions sur YouTube. 200 millions. 200 millions. Ben voilà. Et sur YouTube, on est à combien? 2. Poutine et Carlson. Et il y a eu des youtubeurs, après j'ai pas d'exemple concret en tête, mais qui effectivement ont reporté qu'il y avait des falsifications par rapport aux statistiques. Oui, non, YouTube, oui. Et ils jouent sur les algorithmes aussi. Hein. Oui, Après, tout à fait. en gros, c'est sur que... X, éventuellement, j'aurais peut-être plus confiance sur les chiffres qu'ils apportent. Ouais. Et sur X, je pense que là, voilà. Là, on voit aussi le nombre de vues qui est quand même assez conséquent. Et ça me donne... j'ai l'impression que voilà, ça pourrait être une piste. Et puis aussi, quand on entend Madame van der Leyen parler du risque numéro 1 absolu pour le monde, c'est la désinformation. Je me dis, c'est pas pour rien qu'il le dit. Bien sûr. Et donc, du coup, je me dis que voilà, pour moi, ça c'est la preuve qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont vers une autre information et qui s'intéressent. Et puis